La taxe RAM ne sera plus opérationnelle à dater du 1er mars de cette année. Le gouvernement a décidé de la supprimer plusieurs mois après le ras-le-bol et le rebut de toute la classe nationale. Et on va parler politique avec les partis politiques. Les PALU chargent le ministre de l'Intérieur dans l'affaire qui divise les ailes de ce parti. Pour Célestin Ngoma, le refus par Daniel Asselo de reconnaître Godefroy Mayobo est une injustice qui désunit l'Union sacrée. Vive l'état de droit, s'est exclamé Matata Pogno qui s'est vu être empêché de prendre le vol de Congo Airways alors qu'il comptait participer aux funérailles de sa jeune sœur décédée à Lubumbashi. Une énième injustice dénonce son cabinet. Et Félix Tshisekedi reçoit ce dimanche le président turc Recep Tayyip Erdogan. C'est arrivé selon la présidence de la République et le couronnement du renforcement des coopérations politiques, économiques et sécuritaires entre les deux pays. Bienvenue à vous tous et merci de nous suivre sur Télé 50. Les 2 prochaines semaines seront riches en visites officielles dans notre pays. Après l'annonce de l'arrivée du couple royal belge en mars, le gouvernement annonce l'arrivée ce dimanche du président turc Recep Tayyip Erdogan. Selon le communiqué de la présidence de la République, cette visite officielle fait suite aux rencontres bilatérales tenues entre les 2 chefs d'État respectivement à Ankara, capitale turque, lors de la visite officielle du président Félix-Antoine Tshisekedi en septembre 2021. La dernière visite d'un chef d'État turc remonte à il y a 12 ans. Abdullah Gül avait été reçu en 2010 par Joseph Kabila Kabange. Et après le coup de gueule des députés nationaux puis celui des sénateurs, la taxe RAM est définitivement en voie d'être supprimée. En Conseil des ministres, le gouvernement a décidé de faire cesser les prélèvements à partir de ce 1er mars. Tout est mis en œuvre pour que cela soit effectif, a rassuré le très critiqué à ce sujet le ministre du PTNTIC, Kibassa Maliba. Projet de décret fixant les modalités des calculs et le taux de revenu des prestations de l'autorité de régulation du secteur des télécoms. Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et des Communications a soumis au Conseil ce projet de décret pour sa délibération. Ce projet de texte est une réponse aux cris de détresse du peuple congolais face au prélèvement de ces unités de communication et aux recommandations pertinentes de l'Assemblée nationale. S'inscrivant dans la suite de la décision gouvernementale portant suspension de la perception du taux de $1 pratiqué sur tous les appareils mobiles de 2e génération, prise en octobre 2021, le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a rassuré le Conseil que toutes les dispositions sont prises pour que cessent définitivement, à partir du 1er mars 2022, toutes les ponctions directes sur les unités des abonnés au titre de rémunération au service dit registre des appareils mobiles RAM. D'ici à cette échéance, ce temps sera mis à profit pour entreprendre des travaux techniques, des réinitialisations des paramètres dans la base de données pour qu'il n'y ait plus aucune ponction. Ainsi, toutes les dispositions antérieures seront abrogées par la modification du décret numéro 20/005 du 9 mars 2020 fixant les modalités des calculs et les taux de revenus de prestation de l'autorité de régulation de la Poste, Télécommunications du Congo, ARPTC en sigle, lesquels devront lui permettre d'assurer les missions lui confiées par la nouvelle loi relative à la télécommunication et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un arrêté du ministre ayant dans ses attributions les postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication fixera par la suite les modalités d'exécution du dit décret. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce décret.
Et je le disais, le sénateur Augustin Matata Pogno est empêché de voyager à Lubumbashi alors qu'il comptait s'y rendre pour prendre part aux obsèques de sa sœur cadette Rose Matata. Ce refus de voyager intervient après qu'il a sollicité au procureur général près la Cour de cassation l'autorisation express. Son cabinet déplore pour la énième fois l'injustice dont est victime le sénateur Matata et demande à ce que l'état de droit soit d'application et non un slogan. Voulant se rendre à Lubumbashi pour assister à l'enterrement de sa sœur Rose Matata, le sénateur a été victime pour la énième fois d'un traitement injuste et discriminatoire de la part des autorités publiques administratives et judiciaires de la République démocratique du Congo, dénonce un communiqué de presse de son cabinet. Augustin Matata Pogno s'est vu refuser l'autorisation d'embarquer dans l'avion qui a transporté tous les membres de sa famille, et cela en dépit de la demande d'autorisation express pour cette circonstance douloureuse et exceptionnelle sollicitée par le biais de son avocat auprès du procureur général près la Cour de cassation, M. Victor Mumba. Pour rappel, c'est depuis le mois d'avril 2021 que le procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo, avait ordonné à la Direction générale des migrations son interdiction de sortir de la ville de Kinshasa et du pays, au motif des procédures judiciaires enclenchées par la justice relativement à la gestion du parc agro-industriel de Boukangalonzo et par la suite au dossier des biens zaïrianisés. Le dossier Boukangalonzo a fait l'objet d'une résolution du Sénat qui, en son temps, avait rejeté la succession de 3 réquisitoires du procureur général près la Cour constitutionnelle qui tendait à solliciter des poursuites à l'endroit du sénateur Augustin Matata Pogno. Et par la suite, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente de juger l'ancien Premier ministre Matata Pogno. Elle a constaté l'anticonstitutionnalité et l'illégalité de toutes les procédures menées par les procureurs généraux depuis l'instruction de la procédure jusqu'à la transmission pour fixation d'audience à la Cour constitutionnelle. Au regard de la pression et de la discrimination exercée sur les sénateurs Augustin Matata Pogno, des injustices subies et surtout de l'oppression à peine voilée sur sa famille et lui-même, particulièrement dans cette circonstance de deuil dans la famille, le cabinet d'Augustin Matata Pogno s'interroge. Quels sont les péchés et les infractions que le sénateur a commis pour subir ce type de traitements injustes et discriminatoires après tous les loyaux et services rendus à son pays selon les règles strictes de la bonne gouvernance. Et toujours au sujet de Matata Pogno, le mouvement international des étudiants catholiques du Maniema récolte déjà des signatures en vue de permettre aux sénateurs de recouvrer ses immunités. Ces universitaires ont adressé un message au chef de l'État. Officiellement lancée par le mouvement international des étudiants, l'opération des signatures d'une pétition au Maniema pour réclamer les immunités de Matata Pogno au chef de l'État a vécu. Une activité organisée après l'interdiction par la mairie de Kindu de la marche pacifique programmée le samedi par ce même mouvement religieux. Devant les chevaliers de la plume, le président du MIEC Maniema a insisté sur cette première opération dans l'histoire du Maniema, à savoir la récolte des signatures de la population de Kindu et de celle de 7 territoires de la province. L'objectif étant de porter haut la voix de la population du Maniema au président du Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu'au bureau du Sénat afin que leur élu recouvre ses immunités et ainsi donc la liberté de ses mouvements. L'exécution sans condition de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, le sénateur Augustin Matata Pogno doit recouvrer de sa liberté du mouvement et ce sans condition. En ayant obtenu ce que nous demandons, que nous voulons vivre la justice. Depuis que notre pays a eu son indépendance, il n'a jamais eu un premier ministre qui s'est démarqué positivement comme le sénateur Matata Pogno. Présent à la cérémonie, l'aumônier du mouvement international des étudiants catholiques a en outre encouragé les jeunes et tous les habitants du Maniema à défendre la voie de la vérité, de la justice et de la reconnaissance. Nous sommes convaincus que vraiment dans tous ces dossiers, Matata Pogno lui-même, vraiment il est innocent dans cette situation parce qu'un certain nombre de faits le prouvent. Ce n'est pas tellement la personne de Matata que nous sommes en train de défendre, mais ses actions.
Et c'est la fin de la mission d'inspection de l'inspection générale des finances à la GECAMIN, une mission d'audit des 10 dernières années de gestion de l'entreprise. L'équipe de l'IGF a fait un état des lieux des partenariats qui lient la GECAMIN à d'autres structures. Le rapport final va être transmis à qui de droit après les conclusions générales. Jean-David Kilolo. Il s'est tenu une réunion à l'inspection générale des finances qui a sanctionné la fin de l'audit mené par l'IGF auprès de la GECAMIN pour une période de 10 ans. Et cela par la signature d'un procès verbal pour les deux parties. Pour Jules Alinguete, c'est un aboutissement heureux puisque la procédure a été respectée. Donc aujourd'hui, nous venons de signer le procès verbal avec la délégation de la GECAMIN qui sanctionne la fin de ces travaux. Nous nous sommes mis d'accord parce que toute la procédure requise a été suivie. Donc il y a eu des observations qui ont été faites à la GECAMIN. La GECAMIN a eu le temps de répondre et par la suite, les deux parties se sont retrouvées en une séance de débat contradictoire pour examiner les observations faites ainsi que les réponses données. Et à l'issue de ça, je pense que les deux parties se sont mis d'accord et nous sommes tous de même avis en ce qui concerne les conclusions qui sont sorties de ce travail d'audit auprès de la GECAMIN. Même réaction du côté de la GECAMIN qui se dit contente du travail abattu. Le travail s'est déroulé dans la sérénité pendant plus ou moins 6 mois. Tout a commencé au mois de juillet de l'année dernière. La GECAMIN a apporté sa collaboration à l'équipe de l'IGF qui a été dépêchée dans ces murs. Et aujourd'hui, comme l'inspecteur général chef de service l'a souligné, nous venons de sanctionner ce travail par un procès verbal entre les deux parties. Nous attendons les conclusions qui vont être publiées par l'autorité au moment opportun. Pour rappel, c'est sur demande du gouvernement congolais que l'IGF a procédé à l'audit du secteur minier, plus particulièrement au contrôle de la GECAMIN. L'équipe de l'IGF était à la GECAMIN pour faire l'état des lieux de tous les partenariats qui lient la GECAMIN à d'autres entreprises. Le ministre de l'Intérieur est accusé d'être de mèche avec les ennemis du PALU par le secrétaire permanent du parti. Célestin Ngoma estime que le refus par Daniel Assello de prendre acte de résolution du Congrès désignant ainsi Godefroy Mayobo est une injustice qui met à mal l'unité au sein de l'Union sacrée. Il lui a par ailleurs demandé de revenir à la raison. Face au chevalier de la plume, du micro et de la caméra, le secrétaire permanent et porte-parole du parti Lumbiste Unifié a déclaré: nous existons déjà comme étant parti politique. Quand Louis-Nzenga l'a laissé ici, vous venez vous nous trouver à la même adresse. S'il ne peut pas prendre acte des résolutions qu'on lui a données, il doit nécessairement nous dire qu'est-ce qu'il pense. Réagissant à la correspondance du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur sur son refus de prendre acte aux résolutions du Congrès, nommant Godefroy Mayobo au titre du secrétaire général et chef du parti, Célestin Ngoma s'inscrit en faux. La dernière lettre qui devait servir de repère ou de base au VPM Assello, c'est la dernière lettre de son prédécesseur, le VPM Kampone, qui donnait la qualité au secrétaire général chef du parti, Godefroy Mayobo, à l'époque secrétaire permanent, de pouvoir engager le parti jusqu'au Congrès. Au sujet de la réponse de la Cour de cassation, le porte-parole du parti du patriarche Antoine Gizenga Fuji éclaire. À la Cour de cassation, c'est un renvoi de juridiction, ce n'est pas un jugement au fond. Par contre, il conseille au VPM en charge de l'Intérieur de rapporter sa décision. C'est lui qui doit se conformer à la loi parce que la loi dont il évoque ici, à son alia 3, ne lui donne pas raison. Le premier parti à répondre à l'appel du président Félix Tshisekedi dans la mise en place de l'Union sacrée de la nation, le PALU, qui n'a jamais pris part aux combines visant la déstabilisation du pays, reste le partenaire numéro 1 du chef de l'État. La dynamique progressiste a tenu une matinée politique ce samedi. Il était question pour le président Constant Moutamba de revenir sur la tenue des élections 2023 avant de réarmer le moral de ses militants. Il était question au cours de cette matinée politique de donner la position de la dynamique progressiste révolutionnaire DIPRO, plateforme politique de l'opposition républicaine, sur des sujets d'actualité, notamment les élections de 2023 en RDC, par ricochet la tenue effective de ces élections par la centrale électorale, mais aussi la vision de cette plateforme de l'opposition.
Une mobilisation réussie par Constant Moutamba. Viva! 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 Toujours fidèle à Joseph Kabila, il rappelle aux militants la vision de cette plateforme politique et électorale indépendante et qui vise la conquête du pouvoir à tous les niveaux. Pour aligner les candidats à tous les niveaux, pour obéir à compatriotes, nous sommes à la confiance dans le peuple. Chaque mois, désormais, sans agnoso, Naï président Nabino, na Rosala, na communication Nabino. Pour ce faire, la DIPRO demande au gouvernement de débloquer les moyens nécessaires pour permettre à la CENI d'organiser ces élections comme prévu. DIPRO, Ekosenga, le gouvernement, et ça, ma moyen, la CENI, pour la Nini, pour être l'élection, ça demande. Toko tolérer ceux qui manquaient des glissements. Non au pour la changer c'est élection et ça demande. Aligner les candidats, la machine électorale de la DIPRO est en marche, cap vers 2023 pour des élections et la DIPRO compte faire carton plein. Et puis en sécurité, les forces armées ont neutralisé 8 éléments ADF MTM et puis récupéré 4 armes de type AK-47 sous le commandement du général Mungisa Joseph, commandant Axe Commanda Luna. Dans la même région, 2 civils ont succombé sous les coups de balle de l'ennemi après la destruction d'une embuscade par les FARDC au village Katabei à 10 km de Luna sur la route nationale numéro 4. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des FARDC en Ituri, a appelé la population à faire confiance aux forces loyalistes. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont détruit ce matin une tentative d'embuscade sur le convoi. Ce convoi était sous la haute protection de l'armée régulière et à cette occasion, les forces armées ont détruit méchamment cette embuscade dont le bilan fait état de 8 éléments de ZADF neutralisés légalement et 4 armes de type AK-47 récupérées lors de cette embuscade tendue par ces renégats qui sont à la quête ou qui mènent les opérations de survie, c'est-à-dire s'attaquer à la paisible population en cherchant à se ravitailler, en vivre comme à bien d'autres autres choses qui peuvent le servir de survie. Et donc, ces ennemis de la paix sont aux abois depuis que nous nous sommes rangés lors de batailles utiles pour les attaquer, les détruire partout où ils peuvent surgir. Et donc, pour le moment, la situation est sous contrôle des forces armées, la situation est maîtrisée. Nous sommes dans les opérations de poursuite à Luna où ces embuscades ont eu lieu. Donc la situation est calme. Nous appelons la population encore une fois de soutenir son armée, de continuer à collaborer avec les forces armées, de faire confiance à l'autorité militaire, à l'état de siège, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, qui avec son équipe se sont déployés pour neutraliser l'ennemi et pacifier la province et restaurer l'autorité de l'État. Et puis après son lancement à Goma dans le Nord Kivu, le drapeau de l'Alliance des démocrates pour l'égalité sociale flotte désormais dans les airs de Minova dans le territoire de Calais au sud Kivu. C'est son président qui a procédé à l'installation de cette nouvelle fédération. Correspondance de Pacheco Kavundama. C'est un véritable fils du terroir que le député national honoraire et ex-questeur adjoint de la chambre basse du Parlement Kaboy-Bouivou Jean Bosco a été accueilli à Minova, une des grandes agglomérations du sud Kivu. Plusieurs habitants se sont amassés le long de la route numéro 2 pour lui réserver un accueil chaleureux. Après le lancement officiel de son parti politique, Alliance des démocrates pour l'égalité sociale ADES en sigle à Goma, nous sommes dans la province du Nord Kivu, cap vers le sud Kivu. Lors de l'implantation de cette formation politique sur toute l'étendue de la République a ainsi sonné, a-t-il dit aux milliers d'habitants lors d'un meeting tenu au stade 1000 Arbres, au cours duquel il a expliqué l'idéologie des ADES. Nous avons commencé par Goma où nous avons fait la sortie officielle en date du 28 janvier 2022. Nous sommes ici à Minova aujourd'hui pour faire l'implantation du parti MENA
Et ça va aller partout dans la République démocratique du Congo. C'est toute l'étendue de la République démocratique. L'ADES sera présent. L'ADES sera présente partout dans la République démocratique du Congo. Et donc, c'est l'élan, comme vous venez de le dire, vous venez d'ouvrir l'élan, et je vous dis que nous allons parcourir partout. Après avoir saisi l'idéologie de l'ADES, plusieurs centaines d'habitants ont immédiatement signé leur adhésion au sein du parti. Notons qu'avant de créer son parti politique ADES, Kabo Ibouivou Jean Bosco a œuvré pendant 9 ans au sein de l'AFDC, parti au sein duquel il a démissionné le 23 janvier 2019 avant de créer son propre parti en 2021. Et toujours au Nord Kivu, la population du territoire de Lubero s'oppose à la tentative du détournement du courant électrique produit dans ce territoire en faveur des villes de Butembo et Beni. Les habitants exigent que toutes les agglomérations rurales soient d'abord desservies avant d'envisager tout autre raccordement à des entités urbaines. Martial Bendelo. Les habitants du territoire de Lubero réclament à corps et à cri de l'électricité produite par la société Virunga Energy à partir de la centrale hydroélectrique construite à Ivingu Kasuo à l'ouest de Lubero Centre. Des calicots sont affichés dans la quasi-totalité des agglomérations du territoire pour exiger l'électrification de ces agglomérations. Des manifestations spontanées après que ces habitants ont appris que la société Virunga Energy voudrait desservir d'abord les villes de Butembo et Beni sans avoir couvert la totalité des localités et villages du territoire de Lubero qui abrite la centrale. Si la population se met debout, c'est pour dire qu'il faudra que Virunga Energy sert d'abord le territoire de Lubero, dont l'agglomération de Kichubiro, et par la suite, on peut maintenant aller ailleurs. Dans des hôpitaux du territoire de Lubero, plusieurs décès sont enregistrés par manque d'une bonne prise en charge des patients. Des matériels de l'imagerie, par exemple, ne fonctionnent presque pas par manque d'électricité. Il en est de même pour des ateliers et garages, tout comme dans des paroisses, ainsi que les radios locales. L'électricité dans le territoire de Lubero est une nécessité. Le territoire de Lubero ayant abrité la centrale hydroélectrique de Ivingu dans le projet de l'ICCN visant à diminuer sensiblement la pression humaine sur le parc national de Virunga. Toute la population riveraine serait la première à bénéficier de tous les projets de Virunga Energy. Mais aujourd'hui, rien n'est fait sur terrain. Déjà alimenté en partie en énergie électrique par une autre société privée, les villes de Butembo et Beni ressentent encore le besoin en énergie électrique. C'est d'ailleurs dans ces grandes agglomérations de la partie nord de la province Nord Kivu que se concentre un bon nombre de consommateurs du charbon produit, pour la plupart, dans le parc national de Virunga, une pratique contre laquelle l'ICCN veut lutter. Face à cette réalité, une autre opinion estime que c'est tout à fait normal que Virunga Energy élargisse son réseau jusqu'à Butembo et Beni. Pour lever l'équivoque, la société Virunga Energy promet d'éclairer l'opinion dans les tout prochains jours sur son projet. Et le ministre d'État des Infrastructures, Alexis Guizarro, est annoncé dans les tout prochains jours dans la province du Haut-Uélé où s'observe une grande volonté d'améliorer les infrastructures routières. L'annonce a été faite ce samedi par le ministre provincial des ITPR, Norbert Mandana, de retour à Isiro après un séjour de travail à Kinshasa. Satan ce jour pas du tout repos que connaît Norbert Mandana dans la capitale congolaise. Cette rencontre avec Alexis Guizarro, ministre d'État aux infrastructures allant de ce point d'orgue, comme en témoigne Geneviève Inagossi. Le Haut-Uélé n'est pas une destination de prédilection du gouvernement central, mais je pense qu'il faille quand même sortir des sentiers battus pour venir voir le travail qui y est fait. Dès son retour à Isiro, le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et désenclavement du Haut-Uélé fait l'inspection de différents chantiers avec un objectif précis. La province avait sollicité auprès du gouvernement central 6 ponts. La province est bénéficiaire des 3 ponts métalliques. Commencer le travail de prospection de façon à ce qu'ils puissent nous dire quel type de pont et on pourra ériger sur la rivière Nepoko. Comme partout ailleurs, le gouvernement Bassienenonga largue d'énormes engins avec d'énormes investissements pour désenclaver complètement l'entité. À ce jour, ce mastodon sont parvenus à réhabiliter, reconstruire ou carrément construire environ 1200 km de route, une dizaine de ponts en béton armé et une centaine de bus depuis 2019. D'après l'inventeur du ministère national du plan dans le cadre du programme de développement de 145 territoires de la RDC, l'entité est la première à l'échelle nationale à disposer d'un réseau routier de desserte agricole le plus viable du pays, évalué à plus de 80%.
Mais pour le gouverneur Christophe Bassène-Enonga, le Haut-Tuélé doit devenir la locomotive de la sous-région grâce à son chantier de création du corridor oriental qui va booster les échanges commerciaux conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et au terme d'une enquête nourrie, Reporters sans frontières a exhumé le dossier Kasoulo. Le samedi 19 janvier 2022, la RSF a présenté à la presse le résumé de ses actions sur le terrain qui place Congo Dongfang International Mining SAS au centre et au cœur d'un scandale. Il s'agit de l'aboutissement d'un travail d'enquête sérieusement fouiné. Un résumé sur Kasoulo que la structure Reporters sans frontières a présenté au cours d'un point de presse tenu ce samedi 19 janvier 2022 dans l'enceinte du lycée Mwanga devant la presse. Ce rapport retrace la jeunesse du contrat qui a placé Congo Dongfang International Mining sur le site minier artisanal de Kasoulo, la zone d'exploitation artisanale 786. Reporters sans frontières a opté donc pour une publication progressive. L'acte 1 va en effet dévoiler le non-dit d'un contrat juteux dont les clauses ont été gardées secrètes depuis bien longtemps jusqu'à cette résurgence forcée au chaud rayon de la vérité. La deuxième partie de cette trilogie évoque justement les manipulations de SEDEM dans la zone d'exploitation artisanale 786, les conditions de travail précaires, la balance et la teneur des minerais trafiqués et l'exode des exploitants miniers artisanaux. Bref, les preuves sont aussi éloquentes que désolantes. Le troisième acte révèle les inquiétudes dans lesquelles vivent constamment les délocalisés de Kasoulo. Samoukinda, un site mort-né. Découvrez donc comment ce vaste lieu de ressources ressemble actuellement à un site à l'abandon. 3 mois d'enquête intense et ce grâce à des documents confidentiels en collaboration avec les ONG, Reporters sans frontières a exhumé le corps d'un protocole noué dans l'intimité désirée. Reporters sans frontières, dans sa démarche, ne compte offrir aux décideurs qu'une matière loin sans faute. La publication de l'acte 1 de Kasoulo, au cœur d'un scandale financier, est prévue cette semaine, du 21 au 27 février. À cette occasion, plusieurs médias partenaires vont relayer l'épisode 1 de cette série de 36. Voilà, il s'agissait plutôt de Reporters sans frontières et non Reporters sans frontières. Un mot en sport avant de vous dire au revoir. Un mot sur le championnat interscolaire panafricain 2022. Les 2 équipes scolaires représentant la RDC ont perdu dès l'entame ce samedi au stade des Martyrs. L'Institut Ouezo de Goma chez les filles et le complexe scolaire Horizon de Bukavu chez les garçons se sont inclinés respectivement contre l'Afrique du Sud 0 contre 1 et l'Éthiopie 1 contre 2. Des rencontres en format football à 7 de 2 fois 30 minutes de jeu. Dans l'autre match, les dames se sont aussi inclinées face au Maroc 1 contre 7 et les messieurs se sont ressaisis pour s'imposer 4 buts à 1 face au Bénin. Les autres résultats de la journée se présentent de la manière suivante. Sénégal, Éthiopie chez les filles 0 contre 2 et chez les garçons, Afrique du Sud contre Sénégal 1 contre 2. Place au rappel des titres à présent. La taxe RAM ne sera plus opérationnelle à dater du 1er mars de cette année. Le gouvernement a décidé de la supprimer plusieurs mois après le ras-le-bol et le rebut de toute la classe nationale. Et les palus chargent le ministre de l'Intérieur dans l'affaire qui divise les différentes ailes de ce parti. Pour Célestin Ngoma, le refus par Daniel Asselo de reconnaître Godefroy Mayobo est une injustice qui désunit l'Union sacrée. Vive l'état de droit, s'est exclamé Matata Ponyo qui s'est vu être empêché de prendre le vol de Congo Airways alors qu'il comptait participer aux funérailles de sa jeune sœur décédée à Lubumbashi. Une énième injustice dénonce son cabinet. Et Félix Tshisekedi reçoit ce dimanche le président turc Recep Tayyip Erdogan. C'est arrivé selon la présidence de la République et le couronnement du renforcement des coopérations politiques, économiques et sécuritaires entre les 2 pays. Et c'est par ici que ce journal prend fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes et n'oubliez pas de toujours être heureux.
Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Message de félicitations adressé au professeur Némi Mwilanya Wilonja. L'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, AFBC en sigle, parti cher au docteur Ilunga Nkulunene, adresse ses sincères félicitations au professeur Némi Mwilanya Wilonja pour la publication de son livre intitulé « La République démocratique du Congo sous Joseph Kabila Kabange, devoir de mémoire ». Cette parution peut lui remplir d'une fierté incommensurable car elle est, nous le savons, le couronnement d'un travail de réflexion et d'observation directe d'une personnalité atypique qui a sacrifié toute sa jeunesse pour la refondation de l'État et la construction d'un Congo d'espoir. Cet ouvrage aborde des réalités qui vont immortaliser les sacrifices qui ont émaillé les 18 ans de gestion d'un grand pays à multiples problèmes par notre autorité morale, le camarade Joseph Kabila Kabange. Ne dit-on pas que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Il convient de noter que cet ouvrage arrive à point nommé, car beaucoup ont tendance à jeter au rébut, acheter au rébut les réalisations appréciables, imbus de professionnalisme dans la gouvernance de la RDC sous le raïs Joseph Kabila Kabange. Ainsi fait à Kinshasa le 19 février 2022 pour la FBC, son président national, l'apôtre Christian Nombi.